Député, la parole est à monsieur Alain Tourret pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous sommes donc saisis d'une proposition de loi ne comportant qu'un seul article, relatif aux 600 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. La proposition de loi demande, premièrement, que les fusillés pour l'exemple bénéficient d'une réhabilitation générale et collective. Deuxièmement, que la Nation exprime officiellement sa demande de pardon aux familles et à la France. Troisièmement, que leur nom soit porté sur les monuments aux morts de la guerre 14-18. Quatrièmement, que la mention « Mort pour la France » leur soit accordée. Rappelons-nous ce que fut la Première Guerre mondiale. Une véritable boucherie. Une boucherie qui dura plus de 4 années. Les armées, et en particulier l'armée française, étaient habituées aux guerres rapides et de mouvement. Elles eurent à affronter l'enlisement dans des tranchées où l'espace séparant les tranchées ennemies et les tranchées françaises n'était que de quelques mètres. Les soldats français ou étrangers servant pour la France étaient dans leur immense majorité, pour ne pas dire dans leur totalité, des soldats valeureux, courageux, mais dont certains ne purent admettre d'aller à une mort certaine sans aucun intérêt, sans réflexion stratégique. Autrement dit, ils ne purent admettre de mourir pour rien. Plus de 600 Français, notamment au début de la guerre, ont été fusillés. Je voudrais à ce moment-là de mon propos évoquer la mémoire d'un instituteur de la Manche, Théophile Maupas, homme d'exception, qui fut réhabilité en 1934 après 2 arrêts de la Cour de cassation et qui fut à l'origine de la création du syndicat national des instituteurs, ce que peu de gens savent. Aujourd'hui, sa mémoire est totalement réhabilitée. Et lorsque l'on se rappelle ce que sa veuve dut subir comme colibé, mise en dehors de la société, eh bien, on doit saluer cette bataille de réhabilitation. S'il faut répondre à une demande de réhabilitation collective, encore faut-il bien distinguer les situations individuelles et les fautes éventuellement commises. Ma première réponse est juridique. Nul ne peut faire l'objet d'une exécution à la suite d'une décimation, parce que c'est le fruit du hasard. Nul ne peut faire l'objet d'une exécution sans être passé devant un tribunal militaire, sans bénéficier des garanties de l'époque. Il est donc acquis, et c'est ce qui a été décidé jusqu'ici, que tous ceux qui ont été fusillés sans être passés devant un tribunal militaire ont tous été réhabilités. C'est actuellement le cas, nous en sommes bien d'accord. Il faut admettre également que doivent être tous réhabilités ceux qui sont passés devant des commissions d'exécution et non pas devant des tribunaux, et ceux qui n'ont pu exercer le moindre recours. Or, il est établi que du début de la guerre, monsieur le ministre, jusqu'au 27 avril 1916, les soldats, sous-officiers et éventuellement officiers, qui ont été exécutés l'ont été dans une période où l'armée avait obtenu des mesures d'exception qui n'avaient rien à voir avec le droit, à savoir suspension des recours en révision, à savoir suspension de l'exercice de droit de grâce par le président de la République et surtout instauration de cours martiales jugeant en formation restreinte, sans instruction préalable, sans possibilité de recours, sans droit de grâce, avec des droits de la défense pratiquement inexistants. Le haut commandement militaire avait également adressé des directives tendant, je le cite, à une justice sévère et expéditive destinée à conforter la discipline. L'ensemble de ces mesures permettent sans aucun risque de se tromper, d'affirmer que les exécutions pendant cette première période ont été décidées en dehors de tous les droits fondamentaux les plus essentiels, assimilant en réalité le fait de passer devant ces commissions d'urgence à une absence de tribunal. C'est pourquoi ma première proposition, et qui devrait s'imposer, c'est de dire qu'il faut distinguer 2 périodes, ce qui jusqu'ici n'a jamais été proposé, entre le début de la déclaration de guerre de août 14 jusqu'au 27 avril 1916,
tous ceux qui ont été exécutés pendant cette période, puisqu'ils l'ont été exécutés devant des tribunaux qui ne constituent pas des normes juridiques, ont le droit, de plein droit, à être réhabilités sans qu'on étudie simplement leur dossier. C'est ce qui a été décidé, mais parce que ça a été décidé en absence de passation devant un tribunal militaire, puisque sur cette première période, les règles de droit assimilent à une absence de tribunal militaire, ils doivent tous être réhabilités. Pour la période comprise entre le 27 avril 1916 et le 11 novembre 1918, il est nécessaire d'avoir une autre analyse. Première chose, notons que de nombreux pays, confrontés à la même situation, ont réhabilité tous leurs militaires. La Nouvelle-Zélande en 2000, le Canada en 2001, la Grande-Bretagne en 2006. Cependant, les différentes autorités de l'État, saisies de cette demande de réhabilitation générale, s'y sont toujours opposées, même si elles ont montré une grande compréhension humaine pour ces malheureux fusillés pour l'exemple. Finalement, la dernière décision a été prise par le président François Hollande en novembre 2013, et il proposa 2 mesures symboliques: l'ouverture d'une salle consacrée aux fusillés au musée de l'armée des Invalides, ainsi que la numérisation et la mise en ligne de l'ensemble des dossiers des fusillés détenus par l'État. Il faut cependant aller plus loin sans aller jusqu'où on nous le demande. Aller plus loin, cela veut dire que doivent être réhabilités, pendant cette deuxième période, tous ceux à l'encontre desquels les preuves matérielles sont défaillantes, insuffisantes ou absentes. C'est à l'État de démontrer actuellement que les dossiers sont incontestables. Je ne parlerai pas de présomption d'innocence, je parlerai de présomption de vérité. Et lorsqu'il n'y a pas de pièces à partir de ce moment-là, ou lorsque ces pièces sont contradictoires, ou lorsqu'elles ne révèlent pas les normes nécessaires pour l'établissement de la vérité, elles doivent être écartées. Pour tous ceux dont les dossiers comportent des éléments de preuve établissant ainsi qu'il y a eu une faillite personnelle envers l'honneur et que l'individu a assurément décidé d'aller contre les ordres, là, il faut bien retenir que le code de justice militaire était susceptible de s'appliquer. Faute de quoi on serait amené à criminaliser l'attitude même des chefs de l'armée, ce qui ne peut être admis, bien évidemment. Près de 100 ans après le début de la guerre, on doit cependant prendre en compte la situation extraordinairement dure, rappelée par Stanley Kubrick. Aussi serait-il possible de proposer, non pas la réhabilitation, Monsieur le ministre, pour ces derniers, mais la décharge de leur mémoire. Cette mesure qui existe dans le cadre de la révision, Seznec a pu saisir, il n'a pas eu gain de cause, mais il avait saisi les tribunaux dans le cadre de la révision pour la décharge de sa mémoire. C'est différent de la réhabilitation, car il ne nous semble pas possible de retenir la mention « mort pour la France » pour ceux sur lesquels il y a des preuves, ou au moins des débuts de preuves, concernant la réalité de la faute qu'ils ont pu commettre. La solution que je propose est donc pleine d'humanité. Elle prend en compte les drames et les abandons dans lesquels se trouvaient nos soldats. Mais on ne peut faire de ceux qui furent ainsi fusillés des héros de la guerre. Et je le dois à la mémoire de mon arrière-grand-père, le colonel Harry Touré, mort glorieusement à la tête du 95e régiment d'infanterie, à la tête des 3000 hommes qu'il commandait le 20 août 14. Ce fut la première victoire de la guerre. Il chargea, il prit Sarrebourg. Les Allemands reprirent Sarrebourg, il reprit à nouveau Sarrebourg et fut tué à la tête de son régiment. Et son képi domine Couët-Quidan, puisque c'est à l'entrée du musée de Couët-Quidan. Ce fut un héros. Ceux qui ont été fusillés parce qu'ils avaient failli ne sont pas des héros. Qu'ils aient le droit à la commisération, à notre compassion, oui. Qu'éventuellement on les mette sur des monuments, oui. Mais la notion de mort pour la France, je ne peux pas l'admettre. À partir de ce moment-là, je demande, en y associant mon groupe, le retrait de cette proposition de loi, car je ne voudrais pas qu'elle soit refusée. Je demande son retrait afin qu'on puisse de nouveau évoquer devant la commission compétente les propositions que je fais ainsi, qui, d'un côté, prennent en compte les problèmes de droit et de l'autre côté,
l'humanité tout entière. Merci, monsieur le député.